de cette composante, évidemment, une composante vitale de l'économie dans sa globalité mondiale que s'articulera l'essentiel de ces différentes interventions que nous allons entamer dans quelques instants. Je n'exagère pas, évidemment, quand je parle de vital, quand j'utilise ce mot, au regard de ces 95% d'unités créatrices de nouveaux emplois considérables au sein de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, 99% dans l'Union européenne, tendance à peu près similaire dans les pays du Maghreb, au Maroc, les PME, par exemple, qui constituent près de 95% du tissu productif, et elles contribuent à 40% des investissements privés et à 30% des exportations. Présenter ces enjeux, son devenir aussi, son interaction dans le contexte clairement défini par le nouveau modèle de développement, le fameux NMD initié par le roi Mohamed VI. Alors, présent à ce webinaire, Nasser Saddeqi, directeur des opérations financières et des marchés, plus connu sous le sigle AMMC. Bonjour à Nasser. Vous m'entendez? Oui, bonjour c'est Ahmadi, merci pour l'invitation. Et puis Amine Diouri, directeur des opérations Inforisque, spécialisé dans l'information commerciale sur les sociétés marocaines. Bonjour à Amine Diouri. Est-ce que vous m'entendez? J'aurais aimé que vous me disiez voilà un petit bonjour aussi, au fur et à mesure, ne serait-ce que pour être sûr Désolé, que le contact est établi. Tout va très bien. Merci en tout cas de votre invitation. Eh bien, nous avons aussi Younes Benjeloun, administrateur général de CFG Bank. Bonjour aussi Younes. Je pense que nous l'aurons d'un moment à l'autre. Mohamed Slaoui, directeur des opérations de Maroc Clear. Bonjour. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Directeur général de la Bourse de Casablanca, enfin. Bonjour aussi Tarek. Bonjour. Mohamed Hourani est également avec nous. Vous êtes à la tête de l'Association marocaine des entreprises faisant appel public à l'épargne. Je rappelle que M. Hourani a été à la tête de la CGM de 2009 à 2012, me semble-t-il. Vous me corrigerez éventuellement si je me trompe. Question générale pour bien poser un peu le thème qui nous intéresse, qui est à l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'une PME aujourd'hui, une PME en 2022 au Maroc? La question est générale. Qu'en est-il aujourd'hui? Écoutez, je la pose directement à Amine Diouri. Oui, merci beaucoup pour la question. Bon, en fait, c'est vrai qu'on va parler PME pendant la prochaine heure et il est important dès le début de clarifier les choses. Alors, de manière traditionnelle, une PME s'entend comme une entreprise réalisant entre 10 et 200 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Alors, dans le cadre de la bourse, et c'est l'objet des discussions que nous avons eues par le passé, cette définition est élargie et nous parlerons d'entreprises pouvant atteindre jusqu'à 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Alors, une fois qu'on a clarifié la définition, j'ai regardé au niveau de nos plateformes justement combien il y avait de ces PME. Et on en a trouvé 11 900 qui correspondent à cette définition au sens élargi, c'est-à-dire 7% des entreprises marocaines. Les trois quarts, c'est-à-dire 9 200 entreprises, sont des sociétés entre 10 et 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires. 1 400 entreprises entre 50 et 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et 1 200 entreprises, soit 0,7% du total, entre 100 et 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et c'est, je pense, cette cible-là qui sera adressée par les autres intervenants qui vont effectivement décliner cette offre PME bourse. Alors justement, après avoir dressé… Allez-y. Je voulais juste aussi faire un état de la santé financière justement de ces PME au travers de trois constats. Le premier constat, c'est que si on regarde la structure du passif de la PME, elle est strictement différente selon la taille de la PME. Plus l'entreprise est petite et plus le poids des fonds propres et quasi-fonds propres est important. Le cas notamment pour les 10-50 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Inversement, pour les grosses PME qui font entre 100 et 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires, comme elles ont accès à plus de ressources, le passif est mieux réparti entre les fonds propres, quasi-fonds propres, dettes financières et dettes d'exploitation et qui sont plus ou moins bien répartis. Et donc, tout ça fait que pour les grosses PME, on a par exemple un ratio d'endettement de l'ordre de 48% contre 27% seulement pour les 10-50 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que en termes de croissance de chiffre d'affaires, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, la dynamique, sur la période 2018-2020,
Donc, les entreprises entre 10 et 100 millions ont globalement vu leur chiffre d'affaires baisser. En revanche, les entreprises entre 100 et 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires, elles ont vu leur taux de croissance progresser légèrement de 1,7% de taux de croissance pour atteindre un chiffre d'affaires consolidé de 252 milliards de dirhams, avec un focus sur les 200-500 millions de dirhams de chiffre d'affaires qui ont progressé plus que les autres. Par contre, en termes de marge nette, de rentabilité nette, ce segment a plus souffert de la crise puisque la marge nette a baissé pour atteindre 2,4%, et donc une légère dégradation de la rentabilité nette. Et la troisième chose que je voulais dire en termes de constat, c'est assez marquant, 7% des entreprises marocaines, je l'ai dit, pour les PME, mais c'est quand même 48% de la masse salariale globale, c'est-à-dire 7% des entreprises, 48% des emplois. Si on veut être précis là-dessus. Et donc, on voit le rôle extrêmement important de la PME marocaine aujourd'hui. Voilà, ça c'est… De quoi souffre aujourd'hui, en 2022, la PME marocaine, d'une manière générale? Et là, je m'adresse peut-être à InfoRisque et qui pourrait peut-être un peu nous décrire un peu les principaux points sur lesquels, en tout cas, qui émergent quand la question est posée à la PME. Alors, je vais vous dire une chose. On constate quand on regarde les chiffres sur près de 500 000 sociétés marocaines, on se rend compte qu'on a 1230 entreprises qui font entre 100 et 500 millions de chiffre d'affaires. Ce qu'on voit concrètement, c'est qu'on a énormément de TPE, beaucoup de PME entre 10 et 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et le problème, je dirais, qui se pose généralement, c'est de faire grandir ces entreprises. C'est-à-dire qu'on doit avoir beaucoup plus de PME, beaucoup plus de TPE qui deviennent des PME et des petites PME qui deviennent des grosses et des grosses entreprises par la suite. Et quel est le problème globalement, à mon avis, qui se pose? C'est la question, évidemment, et on va essayer d'y répondre, c'est la question du financement, des sources de financement. Quand j'ai abordé la question justement de la répartition du passif pour les PME marocaines, selon que ce soit une PME entre 10 et 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires, on voit que les fonds propres et quasi-fonds propres sont plus que majoritaires. Parce que justement, l'accès notamment aux autres sources de financement, notamment le financement dette bancaire, est un peu plus compliqué, alors que c'est beaucoup moins le cas, par exemple, pour les grosses structures qui font entre 100 et 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas simplement, évidemment, une question de financement, mais le financement est une problématique majeure pour une majorité de nos PME aujourd'hui. Sehourani, vous reconnaissez un peu quelques problématiques rencontrées à travers, en tout cas, la description faite il y a un instant? Sehourani, je ne vous entends pas. Vous m'entendez là? Oui, là, oui. Très bien. Donc, je disais effectivement, je dois aussi confirmer que la PME constitue, je dirais, le plus gros de notre économie en termes de pourcentage en nombre de sociétés. Plus de 95% de nos sociétés sont des PME. On a vu un peu le rôle qu'ils jouent au niveau de l'emploi, de la création de richesses, etc. Effectivement, il y a un certain nombre de problèmes aujourd'hui dont souffrent les PME. Il y a bien sûr le financement, certes, c'est un des problèmes que nous allons, Inch'Allah, discuter aujourd'hui dans ce webinaire, mais ils ont d'autres problèmes qui sont liés aussi au financement en termes de structure. Ils ne sont pas toujours dotés d'une direction financière, ils ne sont pas toujours dotés d'une direction des ressources humaines. Souvent, ce sont des sociétés familiales où il y a des petits soucis en termes de gouvernance, etc. Donc, il y a pas mal de problèmes, je dirais, dont souffrent ces PME. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut absolument que les PME se rendent compte qu'ils sont capables de se développer, qu'ils sont capables d'atteindre d'autres niveaux de chiffre d'affaires et de rentabilité qu'ils ont aujourd'hui. Donc, il suffit qu'ils aient une bonne vision, qu'ils aient une bonne stratégie. Et je pense que la problématique de financement, qui est effectivement une problématique aujourd'hui, va se résoudre d'elle-même. Et surtout, donc, une bonne gouvernance, de la transparence dans les comptes, etc. Et ça permet à ces entreprises d'accéder à des sources de financement qui peuvent être très, très intéressants. Et je pense notamment à tout ce qui est appel public à l'épargne.
Si Senahaji à la bourse de Casablanca sans une bonne gouvernance, la PME n'a aucune chance? Effectivement, alors vous avez branché un sujet qui est très intéressant, qui est le diagnostic du nouveau modèle de développement. Alors le nouveau modèle de développement, il dit quelque chose de très simple, qu'on dit beaucoup d'autres études par ailleurs, c'est que l'emploi est amené par les entreprises en croissance. Il n'est pas amené par les entreprises étatiques, il n'est pas amené par les grandes entreprises, il est amené par les entreprises en croissance. Et en raisonnant d'un point de vue purement mathématique, la croissance qui va être générée par des PME et les emplois qui sont générés par les PME, corollairement, seraient beaucoup plus intéressants que ceux qui sont générés par les autres types d'investissements. D'autant plus que c'est des entreprises qui doivent être agiles. Mais avant tout, le nerf de la guerre, le point de gravité, on a en physique un point qui s'appelle le point de gravité. Si votre base ne repose pas sur ce point de gravité, eh bien, vous échouez. C'est pareil, le point gouvernance pour une entreprise, s'il n'est pas assis sur de bonnes bases, tôt ou tard, vous aurez des problèmes. Ça, c'est quelque chose qu'on l'a vu par toutes les études, que ce soit dans notre économie ou dans d'autres. Donc, effectivement, le point gouvernance est un point très important, mais également le point accompagnement. Si vous voulez des entreprises agiles, vous devez avoir un financement agile. Et c'est pour cela que la démonstration, si vous le voulez bien, du nouveau modèle de développement est très claire. Si on veut avoir des entreprises en croissance, nous devons avoir beaucoup plus d'entreprises qui sont introduites en bourse, parce que la bourse, c'est le moyen le plus agile pour accompagner la croissance des entreprises. Et je voudrais un peu titiller nos intervenants. Vous avez parlé de Sir Horani. Qui en particulier? Ben justement, vous avez parlé de Sir Horani avec plusieurs rôles, mais vous n'avez pas dit qu'il était le président d'une entreprise cotée, et une entreprise qui a su être agile et surtout qui a bien bénéficié de la bourse. Donc j'aimerais bien titiller Sir Horani pour qu'il nous dise cette relation d'amour, que je dirais presque, entre les entreprises en croissance et entre les investisseurs boursiers qui l'adoptent. Merci. Bah, je vais intervenir avec Chaïb. Allez-y, je vous en prie, puisque vous avez été interpellé directement. Très, très. En fait, je dois juste rappeler que HPS, quand elle a été créée en 1995, nous étions un groupe de copains, 4 cofondateurs. Évidemment, nous avons compté sur nos propres fonds pour financer l'entreprise. Et puis très vite, après 7 ans exactement, on a ouvert notre capital à des capitals risqués. On a deux investisseurs qui sont rentrés dans notre capital, chacun 12,5, donc 25% pour les deux. Et on a réussi à l'époque à lever 40 millions de dirhams, qui nous a permis de financer notre croissance. Et puis en 2006, on a opté pour une des options qui était prévue dans l'accès des investisseurs, donc ils sont sortis par la bourse. Donc on a introduit HPS à la bourse de Casablanca en décembre 2006. Et effectivement, nous, on a vécu une expérience assez difficile, je dois le reconnaître, notamment en termes de communication. Nous étions obligés dans la note d'information de parler d'un certain nombre de choses qu'on n'a pas l'habitude de divulguer à l'extérieur, notamment pour nos concurrents. Et puis, on était très, très gênés. Et puis après avec l'exercice, on s'est rendu compte que, bien au contraire, le fait d'être obligé de publier un certain nombre de choses sur l'entreprise vous oblige à être bon en termes d'image. Et donc, ça vous motive à être encore meilleur, à améliorer, donc à mettre en place des normes internationales, des standards, des certifications, etc., etc. Et aujourd'hui, on est très content de tout afficher pratiquement sans aucun problème. Bien au contraire, ça devient un argument qui nous distingue par rapport à nos concurrents qui ne sont pas cotés en bourse. D'ailleurs, on l'utilise dans l'argumentaire commercial. Et donc, aujourd'hui, c'est une très, très belle expérience et je la souhaite à toutes les PME de notre pays. Justement, est-ce que le cheminement a été le même, par exemple, pour Maroclear? Là, je m'adresse directement à Mohamed Slaoui. Alors, bien évidemment, on est tous d'accord sur le diagnostic des problématiques qui se posent aujourd'hui face à la PME. Donc, le premier qui vient en tête, c'est le financement, bien entendu, et il y a aussi la problématique de la gouvernance. Moi, ce que je voulais juste ajouter par rapport à cela, c'est que je dirais qu'une bonne gouvernance n'est pas forcément un préalable pour qu'une PME puisse accéder au marché des capitaux.
pour la simple raison que l'ensemble des acteurs du marché et spécialement la bourse, dans leur approche, dans la préparation des offres qui sont spécifiquement destinées à ces PME, il y a un volet accompagnement, justement pour améliorer la gouvernance. Il y a même, je pense que M. Sanaji en parlera mieux que moi, il y a plusieurs programmes qui prévoient carrément de former ces entreprises de façon à ce que toutes les conditions nécessaires pour qu'une bonne gouvernance soit installée sont là. Donc, finalement, la gouvernance, c'est pas quelque chose d'insurmontable. C'est même pas un préalable nécessaire. Il y a toutes les mesures d'accompagnement sont prévues pour que justement ces difficultés-là, s'il y en a chez une PME, soient aplanies au préalable. On évoquera il y a un instant, on va rentrer dans justement le développement de ces programmes. Et là où, à votre tour, vous avez interpellé Sissan Haji pour la bourse de Casablanca, mais j'aurais aimé entendre si Younes Benjeloun, là aussi, on a beaucoup entendu parler du cheminement des uns et des autres. On a parlé de gouvernance. Est-ce que vous partagez ce point de vue qui a été évoqué par les uns et par les autres? Oui, évidemment que je partage tous les points qui ont été évoqués à ce stade. Maintenant, moi, j'aimerais bien prendre une ou deux minutes, si vous permettez, et je me mets à la place d'une PME. D'accord? Je me mets à la place d'une PME et j'aimerais bien pouvoir répondre, ou en tous les cas, les pousser à se poser la question de dire à quoi ça sert d'être coté en bourse pour une PME? À quoi ça sert? Moi, je suis une PME, je vis bien ma vie, j'ai des difficultés par-ci, j'ai des avantages par-là, etc. Mais à quoi ça sert que je sois coté en bourse? Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, PME, ou moi, actionnaire, ou moi, famille actionnaire d'une PME, qu'est-ce que ça m'apporte d'être coté en bourse? Alors, moi, je dis la chose suivante. Tout ce qu'on va dire tout à l'heure, pendant ce qu'on dit depuis tout à l'heure et ce qu'on va dire encore pendant les minutes qui suivent, etc., c'est des moyens pour vous rassurer, pour vous expliquer pourquoi il est important de comprendre que l'introduction en bourse correspond à une source, et M. Hourain l'a dit, à un moyen de vous financer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça a été dit au tout début, la bourse, les gens ne la voient que très rarement comme étant une source de financement. Une source de financement pour les PME. Une PME qui atteint ses limites en termes d'endettement, qui atteint les limites en termes de ce que ses actionnaires peuvent lui donner comme financement, mais qui veut grandir parce qu'elle a un marché qu'elle peut développer, elle a peut-être un marché à l'international, elle a une nouvelle usine qu'elle veut construire. Comment est-ce qu'elle peut continuer à se financer alors qu'elle a fait le plein de ses actionnaires et le plein de dettes? Eh bien, le marché boursier est là, la bourse est là, et elle peut vous fournir les fonds propres nécessaires pour votre croissance et pour votre développement. Ça, c'est une chose. Et ce n'est pas le cas actuellement? Ce n'est pas le cas des sociétés non cotées, c'est le cas des sociétés cotées. Les sociétés cotées, elles, peuvent aller chercher de l'argent à la bourse de Casablanca, soit lors de la cotation, soit quelques années après la cotation, elles peuvent encore lever de l'argent à la bourse de Casablanca en fonction de ses propres besoins. Donc, première raison pour être coté pour une PME, c'est d'aller prendre de l'argent à la bourse pour grandir et croître. Deuxième raison fondamentale pour les familles qui sont actionnaires et pour les actionnaires. Deuxième raison, c'est d'abord que lorsqu'on est plusieurs associés, plusieurs actionnaires, ça permet de rendre les actions de cette société liquides et valorisées à leur juste valeur chaque jour que Dieu fait. Et donc, la succession, la pérennité de l'entreprise, la relève, que ce soit les enfants ou un management qui est différent de l'actionnariat, se fait de manière extrêmement fluide. Et on a une multitude de cas où le fait que la société ait été cotée au préalable ont fait que la relève, la succession, etc., se sont déroulées de manière extrêmement fluide et sans impact sur la pérennité de l'entreprise et sur son fonctionnement. Et l'autre point que je tiens, et ça, Hourain l'a déjà dit, quand on est coté, on change complètement de statut. La négociation avec votre banque n'est plus la même. La négociation avec votre client ou votre fournisseur n'est plus la même parce que vous êtes transparent, vous communiquez sur vos chiffres, les gens savent exactement ce que vous êtes et ce que vous valez et comment vous fonctionnez, et donc ils sont plus à l'aise, ils sont rassurés d'être avec vous comme client ou comme prestataire. Donc je ne sais pas si je vais avoir encore la parole tout à l'heure, auquel cas je peux laisser un point. Mais l'autre point que j'aurais voulu aborder, c'est
la perception de toutes les personnes que j'ai eu à essayer de convaincre, et j'en ai convaincu pas mal, alhamdoulilah, pour qu'elles soient cotées, la perception préalable, de prime abord, au début, les gens, qu'est-ce qu'ils voient comme obstacle, comme frein, comme inquiétude, etc., par rapport à une cotation. On en a déjà parlé, tout le monde en a parlé, c'est la gouvernance. On se dit, oulala, si je suis coté, je dois avoir un niveau de gouvernance compliqué à atteindre, je ne suis pas outillé pour, etc. Mais la vérité, le numéro 1, en général, ce n'est pas celui-là, c'est qu'ils ont peur d'avoir des actionnaires extérieurs avec eux. Ils se disent, oulala, je vais avoir des actionnaires, ils vont me gêner dans ma gestion, je ne vais plus être libre de faire ce que je veux, je ne vais plus pouvoir décider. Mais ce n'est pas le cas. Je réponds de manière, je pose des questions et je réponds très vite, ce n'est pas le cas. Les actionnaires minoritaires ne sont pas là pour gêner le management ni les actionnaires historiques dans leur gestion ou dans le développement de leur boîte. Ils ont juste besoin d'être au courant de ce qui se passe. Juste tenez-les informés. D'accord ? Bien sûr qu'ils ont des droits lors de l'Assemblée générale, ils peuvent voter pour un dividende, ils peuvent voter lors des augmentations de capital, mais ils ne sont pas là pour se substituer ou pour gêner le management dans l'exercice de sa fonction. Et l'autre petite inquiétude, si on se dit, oh là là, je suis coté, donc la gouvernance doit être sophistiquée et je dois être toujours bon, je dois toujours faire du bon résultat, etc. Donc, il y a je ne sais pas comment je vais le qualifier, mais une petite impréhension en disant, si je suis coté, c'est que je dois être déjà parfait. Et c'est là où je reviens à un point fondamental. La bourse n'est pas là pour accueillir les entreprises qui sont déjà parfaites. La bourse, elle est là pour accompagner les entreprises qui ont besoin de grandir. Elle est là pour donner de l'argent à ceux qui ont besoin d'argent. Et elle est là pour améliorer et sophistiquer les entreprises qui ont besoin d'être sophistiquées. Et pour monter en puissance et pour grandir, etc. Et le nombre d'exemples de sociétés qui ont été introduites en étant toutes petites et qui ont grandi en 10, 15, 20 ans et qui sont devenues des grandes entreprises, il est non négligeable à la Bourse Casablanca, même si on n'a pas beaucoup de boîtes cotées, mais on a quelques vécus et quelques expériences très, très, très réussies avec des success stories vraiment impressionnantes. Voilà, donc en synthèse, la bourse est là pour vous donner de l'argent, pour grandir. Donc la bourse est un moyen de financer les entreprises ambitieuses qui veulent grandir et qui veulent se développer et contribuer évidemment au développement de leur propre pays et de leur propre entreprise. C'est ce dernier, on ne vous a pas entendu. Alors, il y a plusieurs remarques, plusieurs choses qui peuvent être dites, peut-être même faire réagir par rapport à tout ce qui a été dit par Younes Benjelloun. Gouvernance, l'argent, cette espèce d'approche de la PME vis-à-vis de la bourse. Comment voyez-vous, vous, en tant que directeur des opérations financières et des marchés? Merci, Sehmadi. Effectivement, le financement par le marché des capitaux exige naturellement le respect de certains prérequis en matière de gouvernance, en matière de transparence, etc. Alors, il y a des mécanismes, et je pourrais y revenir, qui permettent d'accompagner les PME pour se mettre au niveau de ces prérequis. Ces prérequis, bien sûr, nécessitent un effort de la part des entreprises, il ne faut pas se leurrer. Ça nécessite un effort, mais en contrepartie de cet effort, ces PME bénéficient de plusieurs avantages. Alors, sans revenir sur l'ensemble des avantages qui ont été cités, soit par M. Snaji, soit par M. Benjelloun, je dirais simplement que cet effort contribue fortement, d'une part, à la pérennité de la société, par la mise en place de bonnes pratiques de gouvernance, et ça, c'est extrêmement important à dire, et deuxièmement, au renforcement de la confiance entre l'entreprise et ses investisseurs. Et ça lui permet, ça lui facilite l'accès à des financements additionnels pendant tout son cycle de vie, pendant son développement de la société. Une fois que cette relation de confiance est instaurée à travers une bonne gouvernance et une bonne transparence, eh bien, la société peut accéder de plus en plus facilement à des financements sur le marché. Alors, si vous le permettez, M. Ahmadi, j'aimerais aussi répondre à quelques-unes des problématiques qui ont été soulevées par les interventions des uns et des autres en rappelant un peu ce qui a été fait au cours de ces dernières années, justement, pour faciliter, si vous voulez, l'accès des PME au financement via le marché des capitaux et bien sûr à travers la bourse notamment. Alors, vous devez le savoir, cette problématique constitue vraiment une priorité pour l'autorité du marché des capitaux. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, nous avons publié nos priorités pour 2022 et l'accélération de l'accès des PME au financement via le marché des capitaux figure en tête de liste des priorités. Donc,
Bon, cette priorité ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons mené plusieurs réformes avec tout l'écosystème, avec le ministère des Finances, la Bourse, Maroc-Lire, l'ensemble des intervenants, avec le souci permanent de trouver un équilibre, et je pense que c'est un point important, entre le maintien de la confiance des investisseurs et la flexibilité qui est requise pour cette catégorie d'entreprise. Ça, c'est extrêmement important parce que si les investisseurs n'ont plus confiance, eh bien, évidemment, ils ne vont pas apporter les financements nécessaires. Alors, pour être concret, je vais donner quelques exemples de ce qui a pu être fait récemment, donc avec l'aide des différents acteurs du marché. Donc, on a mis en place au niveau de la bourse de Casablanca, à côté du marché principal qui lui est destiné aux grandes entreprises, on a mis en place un marché alternatif qui est dédié aux PME avec des règles de fonctionnement qui sont adaptées et qui bénéficient de plusieurs allègements significatifs. Par exemple, une PME peut se financer sur la bourse à partir de 5 millions de dirhams pour les titres de capital, donc les actions, et de 10 millions de dirhams pour les titres de dette, donc les obligations. Il y a aussi un certain nombre de dispenses en matière d'informations à produire pour vraiment s'adapter à cette catégorie d'entreprises qui peuvent avoir des difficultés à produire un certain nombre d'informations. Je pense notamment aux informations sectorielles, aux informations environnementales qu'on trouve dans les prospectus. Elles sont dispensées de ces informations. Elles sont également dispensées de la publication d'un certain nombre de publications périodiques telles que les indicateurs trimestriels d'activité. Le rapport ESG, lui, est limité uniquement à la partie gouvernance. Donc, tous les aspects liés à l'environnement et social, on a considéré qu'effectivement, il était un peu délicat de demander aux PME de les produire dans un premier temps. Et on a également prévu des délais de publication des comptes annuels qui seront plus longs, par exemple, pour les comptes annuels, ce délai de 5 mois pour les PME, au lieu de 4 mois pour les autres sociétés. Alors, pour répondre à une des problématiques ou des inquiétudes qu'a soulevé Younes Mjloun en matière d'entrée de nouveaux investisseurs dans le tour de table, je dirais qu'il y a aussi une réponse qui a été apportée à travers le dispositif légal et réglementaire, à travers la création d'un compartiment réservé aux investisseurs qualifiés. C'est un compartiment comme les autres à la bourse de Casablanca, mais sur lesquels interviennent uniquement les investisseurs qualifiés. Et donc là, ça permet en quelque sorte de répondre à cette inquiétude, en s'introduisant sur ce compartiment, on est entouré uniquement d'investisseurs professionnels qui connaissent bien le fonctionnement de la société, qui connaissent bien les règles du jeu, et donc on n'est pas, entre guillemets, embêté par de très nombreux investisseurs qui peuvent poser des questions qui ne sont pas toujours adaptées à cette catégorie d'entreprise. C'est Ben Jelloun, vous avez été convaincu par ces décrets? Évidemment, on travaille la main dans la main, on travaille ensemble avec l'autorité de marché, donc c'est évident. Mais moi, je voulais juste rassurer par rapport à ça. Ce que dit ce décret est important, et je voulais juste rassurer les gens que ce qui est demandé n'est pas une montagne insurmontable. Moi, ça demande un petit effort, et ça a été dit. Et ce petit effort, on a rarement eu une situation où une entreprise de taille moyenne, une PME, a vu que c'était impossible pour elle d'atteindre le minimum, je vais dire le minimum syndical ou le minimum réglementaire de reporting, de remontée d'informations et de partage d'informations. Là où je voulais insister, c'est que ces actionnaires ne sont pas là pour s'immiscer ni de près ni de loin dans la gestion de l'entreprise. Donc, ils ne sont là ni pour déranger les actionnaires historiques, ni pour déranger le management. Donc, ce n'est pas une inquiétude au quotidien. Ces gens ont des rôles, etc. Et ce que dit ce décret, c'est une sophistication, c'est une nouvelle sophistication qui fait que pour certaines entreprises où il est peut-être difficile d'aller convaincre monsieur tout le monde, on va chercher à convaincre uniquement des investisseurs professionnels qualifiés et qui vont être plutôt des accompagnateurs, d'accord, qui vont être plutôt des accompagnateurs le temps que l'entreprise monte en puissance pour qu'elle puisse s'adresser au grand public au sens large. Mais c'est un niveau de sophistication qui peut être un tremplin vers le grand marché qui est ouvert à tout le monde. Est-ce que le profil de la PME a changé au cours des dernières années? Là, c'est une question que je pose directement à Sehorani. Sehorani, j'ai précisé tout à l'heure que vous aviez occupé le poste quand même vous étiez patron des patrons. Est-ce qu'à l'époque, la PME se présentait comme elle se présente aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de progrès, c'est certes. Il y a beaucoup de progrès, beaucoup plus, je dirais, de facteurs favorables en termes d'environnement.
Je me rappelle, par exemple, quand nous avions créé notre société, en termes de contrôle de change, on avait droit à 20 000 dirhams sans autorisation par an. Alors que le premier salon auquel on avait participé, on avait besoin de 120 000 dirhams, ne serait-ce que pour les frais du salon. Donc aujourd'hui, Dieu merci, on n'a plus de contraintes à ce niveau-là. Il y a un écosystème aussi qui est capable d'accompagner les PME qui n'existait pas à l'époque. On peut faire appel à des spécialistes dans tous les domaines, etc. Je pense aussi que le pays a progressé en termes, je dirais, de culture d'entrepreneuriat. Les ressources humaines sont également beaucoup plus, je dirais, disponibles qu'avant, etc. Donc, il y a beaucoup de facteurs favorables qui ont permis quand même à ces PME, je dirais, de progresser. Ceci dit, il y a peut-être des blocages psychologiques, si je en a parlé tout à l'heure, on n'a pas envie d'être, je dirais, associé à d'autres personnes. On veut garder la main, on veut décider sans rendre compte à personne, etc. Et cette mentalité est en train de changer. En train de changer. Moi, je peux vous dire, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des investisseurs. Les investisseurs de HPS aujourd'hui, je pense que nous comptons à peu près 45% des investisseurs donc, à la bourse qui sont des étrangers. Ce qui est, je crois, un des taux les plus élevés dans notre bourse de Casablanca. Ben, nous avons des contacts avec ces investisseurs. Ils nous posent des questions, on leur répond. Ils nous demandent des choses très importantes pour notre société, pour nous améliorer. Nous les prenons en compte, même si ce n'est pas obligatoire au niveau de la réglementation, etc. Et je peux vous dire, on a parlé aussi tout à l'heure de la réglementation. Je dois vous dire, nous comparons par rapport à nos concurrents qui sont cotés au Nasdaq ou autres. Ici, au Maroc, en termes d'exigence et de conformité, c'est vraiment, je veux dire, un jeu d'enfant. Par rapport aux exigences qui existent, par exemple, sur le Nasdaq, c'est extrêmement exigeant. C'est extrêmement exigeant sur tous les plans. Aujourd'hui, bien sûr, le régulateur a le devoir de mettre en place les garde-fous qu'il faut pour que les investisseurs qui viennent investir leur argent dans la bourse de Casablanca aient un minimum d'assurance sur la qualité des entreprises dans lesquelles ils investissent. Et donc, ceci dit, il faut dire aussi que le régulateur doit absolument tenir compte d'un certain nombre de spécificités marocaines, peut-être, qui aujourd'hui bloquent, parce qu'il faut quand même que ça marche. Et puis, on peut améliorer les exigences au fur et à mesure. Aujourd'hui, au niveau d'HPS, je peux vous dire que nous nous imposons beaucoup de choses qui ne sont pas imposées par la réglementation. Et c'est dans notre intérêt. Et en termes, par exemple, de RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise, en termes même de comptabilité, etc., etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les PME marocaines ont un environnement beaucoup plus favorable qu'il y a quelque temps. Il y a des moyens de financement beaucoup plus intéressants, notamment, je pense à la bourse, mais également même au niveau de la dette bancaire. Quand on a une entreprise qui est bien structurée, qui a des comptes clairs, qui a une bonne gouvernance, etc., on ne doit trouver aucun problème à se faire financer, que ce soit dans la bourse ou au niveau des banques, selon le type d'investissement qu'on veut faire et selon le type de financement qu'on souhaite. Bon, voilà en gros ce que je veux dire par rapport à votre question. Voilà, donc autant de questions qui sont posées directement. Quels seraient éventuellement les éléments de réponse, cette fois-ci de la part de Sissène Haji, au nom de la Bourse de Casablanca? Merci. Merci pour cette opportunité. Donc, premièrement, je voudrais faire une réponse très courte et puis après une réponse plus adaptée. Donc, la réponse très courte, c'est que la Bourse de Casablanca est accessible aux PME et nous sommes là pour vous accompagner. Ça vous coûtera 0 dirham de contacter la Bourse de Casablanca ou éventuellement vos banques conseils. Mais en tout cas, je veux vous assurer que moi-même, je suis disponible sur les réseaux sociaux. Si vous m'envoyez un message, je viendrai vous voir. Donc tout ça pour dire, et ça vous coûtera 0 dirham. Donc la première des choses, effectivement, la première difficulté, c'est que les gens pensent que la bourse de Casablanca est inatteignable, que la bourse de Casablanca n'est pas pour moi, la bourse de Casablanca est pour une grande entreprise. Donc je vais vous donner quelques chiffres rien que pour l'illustrer. Les plus petites levées de fonds sur le marché de la bourse de Casablanca ont été de 16 millions de dirhams, 22, 26, 27 et 30 millions de dirhams de la part de PME. Nous avons un peu moins de 10 entreprises qui comptent moins de 100 employés.
Donc clairement, la PME est la bienvenue, mais nous souhaitons en avoir plus. Après, je voudrais commenter effectivement les différentes perceptions. Et plutôt que de parler théoriquement, je vais donner des exemples d'entreprises que j'ai rencontrées, comme Sehorani. C'est des gens qui ont coté leur société à la Bourse de Casablanca et qui me parlent de leur histoire. Donc, la première chose, c'était cette histoire de perte de contrôle, de combien ça va me coûter. Alors, je voudrais rappeler que le financement en capital, c'est un financement à taux zéro. Vous amenez avec vous des investisseurs. Si vous gagnez de l'argent, ils partagent, mais si vous perdez de l'argent, ils le partagent avec vous. Donc, ce sont des gens sérieux. Et comme aimait bien dire à quelqu'un, je préfère un bon gâteau que je partage avec les autres plutôt qu'un mauvais gâteau que je mange tout seul. Donc, si vous introduisez 10, 15, 20% de votre entreprise en bourse, là, ce n'est pas la fin du monde. La deuxième des choses, c'est que cela vient sans aucune garantie. Vous n'avez besoin d'aucun nantissement, aucune garantie de votre part. La seule garantie, comme on a dit, c'est de la confiance. Il faut partager les chiffres, il faut être sérieux, il faut installer une certaine confiance. Et souvent, dans la bourse, on parle de transparence et la transparence fait peur. En fait, moi, j'aime bien dire, je préfère dire du sérieux. Parce qu'on ne va pas jusqu'à un niveau, je pense que Younes a essayé de le dire, la bourse de Casablanca ne va pas vous dire quelle voiture vous devez acheter. La bourse de Casablanca est peut-être l'une des rares moyens de financement en capital qui ne vient pas prendre un siège avec vous dans le conseil d'administration. Vous faites ce que vous voulez tant que vous êtes sérieux avec nous. Et le dernier point dont tu as parlé dans ce premier volet, le dernier point, c'est renforcer son capital, c'est avoir plus de flexibilité pour investir dans des nouvelles lignes de production, explorer de nouveaux marchés. Quand vous êtes trop endetté, comme vous savez, là, vous travaillez juste pour la traite du prochain mois. Si vous travaillez juste pour la traite du prochain mois, comment vous pouvez vous projeter dans l'avenir? Comment vous pouvez investir dans le futur? Comment vous pouvez faire de la recherche et développement? Donc, fais rentrer avec toi des gens qui vont porter avec toi le fardeau et qui vont l'alléger et qui vont te permettre de beaucoup mieux gérer ton entreprise. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, je pense qu'on en a parlé, c'est en termes de pérennité, institutionnalisant l'entreprise, être crédible avec vos partenaires. Je vais donner deux exemples très rapides. J'en ai beaucoup, mais je vais donner deux exemples très rapides. Je suis allé voir une entreprise cotée. Ils m'ont dit, Walid Lahmo, quand il a été décédé, la passation de l'entreprise s'est faite en 2 clics de bouton pour chacun des deux enfants. Un clic vers le premier, un clic vers le deuxième. Ça n'aurait pas été une société cotée, le commissaire des apports, il faudrait rentrer dans la valorisation, il faudrait appeler tous les héritiers, etc. Donc, d'un point de vue pérennité, c'est dommage. Il y a beaucoup de très belles PME marocaines. Une fois que le père de famille disparaît, l'entreprise coule au bout d'un moment. Donc, l'introduire en bourse, c'est quand même un grand gage de pérennité par rapport à cette entreprise. Le troisième point, c'est la flexibilité. Avec la bourse, vous rentrez en bourse, il y a un chef d'entreprise. Si jamais le cours de l'action ne me plaît plus, ben je peux racheter. Et puis c'est tout. Si le cours de l'action est là, par contre, je peux me financer plus. Et on a un exemple d'une opération en ce moment de Mutandis. Évidemment, ce n'est pas une PME, mais c'est juste pour vous dire la puissance d'avoir l'outil boursier derrière vous. Eh bien, Mutandis, c'est aller acheter le leader des États-Unis dans la sardine, en conserve. Et ça, il a pu se le permettre parce que quelques mois plus tard, il est venu en bourse faire une introduction, une deuxième levée de fonds de 300 millions de dirhams qui est aussi importante que la première. Et donc, ça, c'est la flexibilité dont se nourrissent les entreprises. Et donc, la quatrième point et le dernier, après, je vous céderai la parole, mais le quatrième point, c'est que la bourse est le seul outil de financement qui vous donne aujourd'hui, dans votre valeur, la valeur future que vous allez réaliser. En d'autres termes, si vous êtes une entreprise, je prends un exemple puisqu'il est avec nous, si on prend HPS, quand elle gagne un marché à Singapour, eh bien les investisseurs boursiers se disent s'il a gagné un marché à Singapour, il va gagner 4 ou 5 autres marchés en Asie du Sud-Est. Donc le prix de l'action va prendre 5 ou 6 fois le prix de ce contrat parce qu'on suppose déjà que le produit est bon et qu'il va se focaliser. Et c'est pour ça que la bourse est au centre du nouveau modèle de développement. Parce que pour les entrepreneurs qui ont confiance en eux, qui sont volontaires, qui veulent de la croissance, il n'y a pas meilleur outil parce que c'est un outil agile et c'est un outil qui pousse à la croissance et à l'amélioration. Et je finirai par ce point parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de la peur, de la perte de contrôle. C'est tout à fait le contraire.
personne ne vient vous dire ce que vous allez faire dans votre conseil d'administration, mais en plus, comme l'a dit un chef d'une entreprise, un chef d'entreprise coté, depuis que je suis coté, je dors mieux la nuit parce que quand il y a un problème, il y a le marché qui m'alerte. Et je finirai là-dessus. C'est Benjeloun, votre réaction? Est-ce qu'à partir de ce soir, vous allez mieux dormir la nuit? Ah ben moi, je dors très bien. Hein, je dors très bien, sachant que j'ai réussi, alhamdoulilah. Bien, je pense qu'on va retrouver dans un instant. Le CFG Bank ont des succès. Allez-y, allez-y. Pas uniquement lors de la. Vous avez perdu quelques petites secondes. Allez-y, reprenez. Ah d'accord, pardon. Je disais que je dors sereinement parce que au sein de notre banque, on a réussi à introduire plusieurs sociétés en bourse. Et alhamdoulilah, ça a été un succès lors de l'introduction. Mais ce qui est important, c'est le succès pendant les années, voire les décennies qui ont suivi les introductions en bourse de certains groupes et de certaines sociétés familiales. Il me restait peut-être un petit point que j'aurais voulu aborder, qu'on a très peu abordé, et qui sont peut-être liés, c'est celui de la valorisation d'une entreprise. Une entreprise cotée a une valeur de marché qui est la meilleure valorisation possible et imaginable tous les jours que Dieu fait. Cette valorisation permet quoi? Elle permet aux entreprises, d'abord à l'actionnaire de l'entreprise, d'avoir un patrimoine qui est valorisé au jour le jour. Ce patrimoine devient liquide. Ça veut dire quoi liquide? Ça veut dire qu'il peut y avoir ce qu'on a dit, la succession, le partage, etc. Mais surtout, ça permet aussi d'utiliser ce moyen qui devient une action liquide pour faire une acquisition d'une autre boîte, d'une autre entreprise. Si j'achète une autre entreprise, ben je peux fusionner avec une autre, je peux l'acheter en allant faire une augmentation de capital, comme l'a dit Sisnaji à l'instant, sur le marché, parce que les gens me font déjà confiance. Donc, c'est un levier fondamental qui permet à l'entreprise de grandir aussi par acquisition, par croissance externe et pas uniquement par sa croissance interne à elle-même et la croissance organique, naturelle, etc. etc. Donc, c'est un levier important et c'est un levier aussi de liquidité pour la famille parce qu'une action cotée est une action liquide. Elle peut être vendue, elle peut être donnée en garantie, elle peut être donnée en nantissement pour lever de la dette, pour faire d'autres choses dans la vie. D'accord? Donc, liquéfier son patrimoine, ça ne veut pas dire le liquider, ce n'est pas le vendre, c'est le rendre liquide, le rendre valorisé en permanence et à une valeur qui est admise et acceptée par tous les intervenants. Très bien. C'est Benjeloun. Effectivement, depuis tout à l'heure, tout ce qui a été dit intéresse énormément de personnes qui nous écoutent. Et nous passons tout naturellement à l'étape un peu des questions posées par toutes les personnes qui nous écoutent donc et qui nous regardent en ce moment. Et l'une des questions, en tout cas celle que je reçois, elle est adressée directement. Et là, j'aurais aimé avoir la réponse de l'AMMC. Pensez-vous que le financement à travers la bourse reste draconien et lourd à réaliser pour cause de règles imposées justement par l'AMMC? Écoutez, je pense avoir répondu, en tout cas partiellement, à la question tout à l'heure. Je disais justement qu'il y avait des réformes importantes qui ont été mises en place ces dernières années pour vraiment faciliter l'accès des PME au marché, que ce soit en termes de conditions d'accès, que ce soit en termes d'information post-introduction en bourse. Et donc, je pense aujourd'hui que les règles qui ont été mises en place sont adaptées aux PME, en gardant à l'esprit cette équation permanente d'équilibre entre la protection des investisseurs et la flexibilité qui doit être accordée aux entreprises qui veulent s'introduire en bourse. Et donc, au-delà justement de ces conditions réglementaires, etc., aujourd'hui, on a travaillé avec l'ensemble une bonne partie des acteurs du marché pour essayer de trouver des mesures qui ne relèvent pas du réglementaire, mais qui pourraient inciter davantage les PME à venir se faire financer sur le marché boursier. Et on a notamment lancé cette offre PME dont on a parlé tout à l'heure en décembre dernier, qui repose sur 3 leviers essentiels. Premièrement, une réduction du coût d'accès au marché, en baissant les commissions de 50%, que ce soit au niveau de la MMC, la Bourse de Casablanca, Maroclear, la PSB. L'optimisation aussi des procédures d'accès au marché, là aussi qui peut être considéré comme un frein. Et donc, on a notamment mis en place un guichet unique qui permet de centraliser et de coordonner les démarches qui doivent être effectuées auprès de la MMC, auprès de la Bourse de Casa, auprès de Maroclear. Donc, il y a un guichet unique auprès de la MMC qui va centraliser tout ça. Et enfin,
point extrêmement important. On a aussi prévu un dispositif de formation et d'accompagnement au profit des PME qui envisagent de lever des fonds sur le marché. Donc, ce dispositif permet vraiment d'accompagner la PME pour se mettre aux normes en termes de gouvernance, en termes de transparence d'information et l'accompagner dans les meilleures conditions pour se présenter au marché, pouvoir lever les fonds dont elle a besoin pour son développement dans les meilleures conditions. Alors là, j'ai une question et là, la réponse est libre. Ça va interpeller chacun de vous. Vous êtes libre d'y répondre. Un spectateur qui nous écoute en ce moment qui se demande quand est-ce que nous aurons le premier club de football à s'introduire en bourse à l'instar de ce qui se passe dans le Royaume-Uni, par exemple. Allez-y, peut-être là. Moi, je pense que déjà… Voilà, toutes les personnes qui ont aussi bien des affinités boursières que footballistiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Maroc est dans une phase pour justement mettre en œuvre la loi sur les entreprises donc, sportives plutôt que les associations qui existent aujourd'hui. Donc, il y a aujourd'hui des exigences de la Fédération royale marocaine de football, par exemple, qui a déjà poussé les clubs à créer leur propre entreprise. C'est en train de se mettre en place. Donc, je pense que, première chose déjà, il faudrait que ces entreprises prennent place, soient créées. Et je pense que la prochaine étape devrait être justement, moi j'ai un club que je préfère, je ne vais pas faire de confidence, parce qu'il peut y avoir des gens qui sont pour l'autre club Casablanca, mais je peux vous dire que nous allons pousser notre club à être, j'espère, le premier à s'introduire en Casablanca. Autre question, est-ce que les émissions obligataires privées ne restent pas à votre avis, un financement ne reste pas, à votre avis, un financement plus souple et plus protecteur au profit de la masse des obligataires? C'est dit en termes techniques, mais ça serait bien si on peut avoir une réponse un peu plus… Bien voilà. sûr, bien Allez. sûr. Alors, la dette obligataire, c'est tout simplement de la dette. Au lieu de prendre de la dette de la part des banques, vous allez directement, c'est les investisseurs institutionnels et vous vous endettez auprès d'eux. Alors la dette obligataire, bon, elle est intéressante et c'est en comparaison avec de la dette bancaire, mais le sujet aujourd'hui, c'est avant tout le capital. Comme on a dit, malheureusement, il se trouve que l'économie marocaine se shoot à la dette. Les entreprises prennent trop de dettes, ça leur paraît facile, donc on tire sur la ligne, on tire sur la ligne, on tire sur la ligne. Le problème, comme j'ai essayé d'expliquer, c'est que quand vous avez trop de dettes, vous ne travaillez plus pour votre entreprise, vous travaillez pour votre créancier. Et donc, il est important, je pense, et sans vouloir prendre la parole de tout le monde, mais je pense que le nouveau modèle de développement le dit très bien. Au Maroc, alors je vous cite le rapport, au Maroc, le financement de l'économie est encore fortement dépendant de la dette. Les crédits au secteur privé représentent aujourd'hui 49% du PIB. Cependant, une structure financière lourdement dépendante de l'intermédiation de crédit pourrait s'avérer pénalisante sur le long terme. Donc, arrêtons de nous shooter à la dette et essayons de travailler sur le capital, de renforcer le capital, mettre un peu de muscle, ça nous permettra d'aller plus loin. Une réponse… Si je peux apporter un complément ? Très court, si vous le permettez. Oui, très court, parce que la question était très précise. La question, elle était sur la dette privée, en mode placement privé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pense à pouvoir lever de la dette sur le marché en donnant le minimum d'informations au marché. Oui, elle existe, mais elle existe pour les gens qui sont les plus sophistiqués et les plus transparents. Donc, une première étape serait d'abord d'être coté en bourse pour gagner la confiance des investisseurs, et cette dette est destinée aux investisseurs institutionnels qualifiés. Donc, on ne peut pas brûler les étapes dans la vie des marchés financiers et des étapes les unes après les autres, et on ne peut pas passer d'une entreprise PME dans son activité courante vers une entreprise qui a accès à de la dette privée en mode placement privé. Ce n'est pas possible. Question posée directement à Siddiqui, existe-t-il des mécanismes dans la loi de finances qui contribueraient à orienter l'épargne des ménages vers les PME cotées en bourse? Alors, c'est une question qu'il faudrait poser à un fiscaliste, un spécialiste de la fiscalité, mais je dirais qu'aujourd'hui,
Mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a un mécanisme qui n'est pas dans la loi de finances, mais qui est dans le Code général des impôts, qui a été introduit par une des précédentes lois de finances. C'est le PEA, donc le plan épargne action, qui permet d'investir sur des actions cotées en bourse en franchise d'impôt, donc en respectant un certain nombre de critères, par exemple une détention de ces actions pendant une durée d'au moins 5 ans, avec la taille sur un portefeuille, je crois, j'ai plus en tête le plafond précis, je pense qu'il est de 2 millions de dirhams, ce qui est assez oui. Important. Et donc, il permet d'orienter, de drainer de l'épargne vers l'action. Alors, il n'a peut-être pas encore suscité l'engouement suffisant qu'on lui prédestinait, mais je pense que c'est un instrument assez intéressant qui mériterait à être mieux présenté, mieux expliqué pour que les épargnants, un plus large proportion d'épargnants puissent y accéder. Des réponses. Je peux compléter en 5 secondes. Non, une autre question. Les PME peuvent-elles lever des capitaux d'emprunt sur le marché des capitaux au lieu d'une introduction en bourse? Est-ce que cette opportunité peut exister? C'est ce à quoi j'ai répondu tout à l'heure. On ne peut pas brûler les étapes. On peut difficilement brûler les étapes. Il faut être suffisamment organisé. On peut ne pas être coté et faire des émissions obligataires. Bien sûr qu'on peut. Et ce n'est pas un problème réglementaire ou juridique. C'est un problème de… Il faut être suffisamment connu par le marché pour qu'il puisse vous donner de l'argent. Pour être connu par le marché, ça veut dire qu'il faut être déjà transparent. Il faut déjà accepter de partager de l'information pour que le marché vous donne de l'argent. Or, il est plus facile pour une société cotée d'aller faire de la dette obligataire qu'une société non cotée qui va faire de la dette obligataire, par exemple, ou un financement. Maintenant, si la question est de dire est-ce qu'il y a moyen d'avoir des fonds propres à travers le capital risque, oui, évidemment. Et là, je rejoins ce que disait Sehourani tout à l'heure. Sur les 15 dernières années, il y a eu des évolutions énormes au Maroc. Aujourd'hui, il existe plusieurs capital risqueurs qui peuvent accompagner les sociétés qui n'ont pas encore atteint la taille critique pour être cotées en bourse, mais qui peuvent être accompagnées par des capital risqueurs pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, avant de franchir le pas d'aller vers une cotation en bourse. On écoute la réaction Non, c'était juste une précision parce que quelquefois il y a une confusion. La bourse de Casablanca fait partie du marché des capitaux. Exact. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire pour ne pas faire dans la longueur. Hein. Donc ça fait partie d'un dispositif. Nous avons énormément de questions posées justement par beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment. Beaucoup se posent aussi un peu la question sur le corollaire que pourraient avoir peut-être un peu les échanges boursiers et peut-être même la position des PME en cette période de Covid. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? Écoutez, je vais prendre la question. Écoutez, la bourse de Casablanca a clairement montré qu'elle a envie de financer les entreprises marocaines dans un contexte de relance. Alors, il faut reconnaître justement qu'il y a eu de la part des entreprises marocaines une certaine résilience justement durant cette période. Absolument. Les entreprises cotées, en tout cas, ont montré des très bons chiffres et la bourse de Casablanca les a appuyés, puisque l'année dernière, la capitalisation boursière a augmenté d'un niveau record de 100 milliards de dirhams. Nous sommes aujourd'hui à une bourse de Casablanca de 700 milliards de dirhams. La bourse de Casablanca a pris une appréciation de plus 18,5%. Et l'entreprise qui a fait appel à notre marché boursier il y a quelques semaines, comme vous le savez, TGCC, a été largement récompensée puisqu'elle a demandé 600 millions de dirhams et il y a plus de 11 200 investisseurs privés qui ont plus un certain nombre d'institutionnels qui l'ont plébiscité et ils étaient prêts à financer 22 fois la taille que souhaitait l'entreprise. Donc la bourse de Casablanca est prête et elle a envie, et je pense que ça s'entend, nous avons envie de financer plus d'entreprises, nous avons envie de contribuer à la relance économique de notre pays. Nous avons beaucoup de questions. Questions posées à Sissan Haji. Comment lisez-vous la nouvelle disposition de la loi de finances 2022 en ce qui concerne la transformation? Et là, malheureusement, je ne l'ai plus. La transformation, voilà. Je n'arrive plus à retrouver cette question d'un moment à l'autre. On est en train de la redécouvrir.
Je vous écoute. La voici, la voilà. Donc, je disais, la question posée à Cissana Haji, comment lisez-vous la nouvelle disposition de la loi de finances 2022 qui concerne la transformation des associations de microcrédit en sociétés anonymes? Écoutez, comme j'ai eu l'occasion, je pense, de le dire brièvement, mais je voulais dire un peu plus, les marchés des capitaux sont un continuum avec un certain nombre d'instruments et le Maroc a intérêt à ce que tous ces instruments soient fluidifiés pour qu'ils puissent marcher d'une manière efficace. Maintenant, une chose qui est très claire, et je pense que le nouveau modèle de développement l'a bien dit, le développement de la bourse de Casablanca est important pour fluidifier tous les autres outils des marchés des capitaux. En d'autres termes, si on a une bourse de Casablanca qui est dynamique, le private equity va être plus facile puisqu'il va pouvoir accompagner la bourse pendant quelques années et l'introduire en bourse. Le microcrédit va pouvoir marcher de meilleure manière puisque nous aurons des entreprises cotées qui vont pouvoir soutenir cela. Donc aujourd'hui, nous pensons que le Maroc doit activer tous les moyens pour soutenir sa PME. Et par rapport à une question un peu plus tôt, je n'ai pas voulu intervenir, mais nous pensons que le financement de la PME doit obtenir certains privilèges de la part des investisseurs personnes physiques, mais aussi de la part des investisseurs institutionnels. Nous, en tant que pays, nous avons intérêt à ce que les financements des investisseurs institutionnels aillent plus vers la PME et pas seulement pour financer la dette souveraine. J'ai envie de dire la dette souveraine, c'est très bien, mais ce n'est pas forcément ça qui va avoir le plus d'impact sur l'économie réelle. Ce qui va avoir le plus d'impact sur l'économie réelle, c'est quand les grandes caisses de retraite, les grandes sociétés d'assurance vont financer la PME. Et donc, c'est dans cette logique que nous encourageons tout ce type d'initiative. Une dernière question posée à Sibn Jeloun. Qu'attendez-vous pour faire rentrer votre banque en bourse? Rendez-vous fin 2023, c'est prévu, et on attendait tout simplement comme on a changé de métier en l'espace sur les 7-8 dernières années et qu'on est passé par une phase d'investissement très fort, donc on n'avait pas les résultats qui étaient vendables, on va dire, qui étaient positifs. Et là, on rentre à nouveau dans les résultats positifs. Et donc, rendez-vous fin 2023, début 2024 au plus tard pour l'introduction de CFG Bank. C'est très rapide, c'est pour très bientôt. Puisque je voudrais profiter oui, pour titiller toujours. Mais les meilleurs clients de la bourse aujourd'hui sont les banques. 6 des 7 plus grandes banques marocaines sont cotées en bourse. Et là, on a l'annonce sur une autre. Et l'État est un grand utilisateur de la bourse. Donc, les utilisateurs les plus sophistiqués utilisent la bourse. Ça veut dire que la bourse est bonne pour vous. Donc, venez discuter avec nous. Je vous donnerai tout à l'heure le dernier mot. Justement, là, c'est ce que je vais demander à chacun d'entre vous. 30 secondes, 45 secondes, grand maximum. Me donner votre dernier mot en signe de clôture un peu de ce rendez-vous, qui est très important, qui est très intéressant. Allez-y. Sibn Jeloun, pourquoi pas? OK. Alors, moi, je veux juste 2 phrases très rapides. Si vous avez besoin d'argent parce que vous voulez grandir, la bourse est là pour vous. Et deuxièmement, ne vous posez pas trop de questions. Est-ce qu'il y a de l'argent qui est disponible à la bourse pour moi? Parce que mon secteur, peut-être que les gens ne le connaissent pas. Moi, je le connais mieux que tout le monde. Et il n'est pas encore prêt. Je ne suis pas encore mature. Ne vous posez pas cette question. Si ce webinaire vous a donné envie au moins d'aller creuser, n'hésitez pas à aller poser des questions à votre banque conseil. Posez-lui des questions par rapport à votre cas spécifique. Et ne vous dites pas, il y a suffisamment d'argent au niveau des petits porteurs, au niveau des institutionnels, pour introduire des dizaines et des dizaines d'entreprises à la Bourse Casablanca sans changer rien du tout. On n'a pas besoin de nouvelles réglementations sur l'épargne. Si elle vient, elle est la bienvenue. Mais en attendant, on n'en a pas besoin. Donc, il y a suffisamment d'argent qui peut être vraiment orienté vers la PME qui a de l'ambition et qui veut grandir et qui est prête à partager de l'information relativement basique et absolument pas inquiétante avec ses futurs actionnaires. Donc, venez nombreux. Pardon, la parole est donnée à l'AMMC au nom de Nasser Seddiqi. Allez-y, le dernier mot. Merci. Moi, en conclusion, je voudrais dire que le marché des capitaux et le marché boursier aussi, effectivement, offrent aujourd'hui des solutions de financement qui permettent de répondre aux différents besoins des entreprises, dont bien sûr les PME, et que l'écosystème du marché est vraiment mobilisé pour leur faciliter l'accès au marché
D'ailleurs, je me réjouis de la création récente de l'association des entreprises faisant APE, qui est représentée aujourd'hui ici parmi nous par M. Horani, et qui pourra également apporter sa pièce à l'édifice. Voilà. Voilà, conclusion demandée également à ces Diori d'Inforisque. Oui, alors écoutez, moi en tout cas, toutes les explications que j'ai entendues étaient très claires. Je vais un peu prêcher en conclusion pour ma paroisse. Dire simplement, on a parlé de financement, on a parlé de gouvernance, de transparence comme facteur d'amélioration pour la PME. Je voudrais rajouter une dernière chose. Une entreprise qui croît, c'est une entreprise aussi qui est structurée en termes de process, en termes de data qui vient irriguer un système d'information. Et parce qu'aujourd'hui, le monde change très rapidement, il faut prendre des décisions très rapidement au niveau des entreprises. Et donc, à un moment donné, il faut avoir la bonne data, il faut avoir les bons systèmes d'information pour aller vite et pour croître rapidement sans prendre trop de risques. Sislaoui de Maroclear, votre conclusion, Oui. si vous le permettez. Alors, moi, je dirais tout simplement que la PME qui décidera de passer par la bourse va finalement intégrer un écosystème et une chaîne de valeur. Donc, il commence par la MMC, en passant par la bourse, par Maroclear. Et donc, ce sont des infrastructures de marché solides qui fonctionnent conformément aux meilleurs standards internationaux et qui vont apporter une réelle valeur ajoutée à la PME qui décidera de franchir ce pas. Le pas, justement, on en parle. Avec Horani, c'est à vous. Moi, je vais profiter de ce mot de la fin pour parler un petit peu de l'APE, donc notre jeune association qui vient d'être créée. Notre objectif est justement de contribuer à l'amélioration de l'environnement général de l'entreprise, d'une part, et en particulier tout ce qui est appel public à l'épargne, et d'autre part aussi contribuer à rendre plus éligibles les entreprises marocaines à accéder à ce type de financement, et en particulier les PME qui ont fait l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Sisnaji, je vous écoute. Je pense que je vais répéter ce que j'ai dit depuis le départ. La bourse n'est pas très lointaine, elle est proche de vous. Donc, s'il vous plaît, si ça vous intéresse de discuter du sujet, appelez-nous. Et la deuxième chose que je dis souvent aux PME que je visite, c'est même si vous n'allez pas aller en bourse, inspirez-vous de ce que font les sociétés cotées, inspirez-vous de ces lois et ces processus qui sont mis en place pour améliorer votre entreprise et améliorer votre gouvernance. Donc, ça ne vous coûte absolument rien et bien au contraire, vous pouvez apprendre plein de choses très intéressantes. Donc, au plaisir de vous rencontrer bientôt. Ouais, justement, on a appris beaucoup de choses. 1 heure, c'est très vite passé. Pardon de ne pas avoir répondu à toutes les questions et Dieu sait que nous en avons reçu. Nous avons synthétisé évidemment la plupart d'entre elles que nous avons formulées en une seule question. Et bien sûr, j'espère que vous avez été satisfaits des différentes réponses qui ont été apportées. Merci en tout cas à vous tous et à très bientôt. Merci. 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 Au revoir. Merci.